Le rêve, ce serait qu'on restaure la beauté des paysages qu'il y a autour de la Scarpe. Ce serait de multiplier les endroits comme celui-ci. Tout le monde a droit, je dirais, c'est un droit fondamental de profiter de la nature, de se balader au bord d'une rivière. Qui est une vraie vie naturelle, équilibrée, avec une eau claire et qui rende le territoire encore plus attractif qu'il ne l'est. Sans eau, la nature s'étouffe, meurt. Mais l'humain aussi. Parce que tout simplement, l'eau c'est la vie. On a tous des questions qu'on se pose par rapport à l'eau. On n'a pas été très attentifs à la quantité d'eau et à la qualité d'eau. On ouvre le robinet et puis on ne se pose pas la question de tout ce qu'il y a eu avant et tout ce qu'il y aura après. Mon rêve, c'est que chacun d'entre nous, on se sente presque obligé d'agir. Avec cette notion de respect de ce bien commun qui est si précieux, puisqu'il est source de vie. Et le SAGE, ce schéma d'aménagement de la gestion de l'eau sur notre grand bassin, c'est un peu une invitation, mais également une alerte en même temps, en disant « allez, que tout le monde participe ». Un SAGE, c'est un document de planification en fait, qui rassemble des règles pour cadrer, pour accompagner, pour planifier la gestion de l'eau sur un territoire qu'on appelle un bassin versant. Mais l'eau sous tous les abords, ça va être la quantité de l'eau dans les nappes phréatiques, la qualité de l'eau dans les cours d'eau, la quantité d'eau potable, les règles de prélèvement, l'organisation à avoir autour du canal de la Scarpe, quelle part on laisse à la nature, quelle part on laisse pour les activités humaines, de loisirs par exemple. Donc on touche à la fois aux notions de pollution, aux notions d'urbanisme, à l'érosion, c'est-à-dire le risque de couler de boue. Donc on travaille vraiment l'eau sous tous les aspects, au bénéfice bien sûr de sa qualité, mais aussi de sa quantité. Avec le réchauffement climatique, on est un petit peu inquiet. Et donc bien évidemment, ça concerne tout à chacun, puisque à la fin, le but c'est d'avoir de l'eau de qualité et suffisamment qui coule du robinet pour tout le monde. Les enjeux du SAGE Scarpe-Amont ont des implications bien concrètes dans la vie des citoyens. Par exemple, dans le travail qu'on a fait avec les membres du panel, on a été très attentifs à la quantité d'eau disponible en fait. On a souhaité vraiment réfléchir à est-ce qu'il faut mettre en place des quotas à ne pas dépasser. Et on en est arrivé à la conclusion que oui, il faut anticiper ça, il faut faire en sorte qu'on soit courageux et prudent avec la quantité d'eau disponible. Les niveaux d'eau baissent, on va devoir se restreindre, on va devoir adapter les cultures, c'est certain. Donc si on ne s'en préoccupe pas, à la fois pour prendre des précautions, mener des actions de préservation à la fois de la quantité de l'eau et de la qualité de l'eau, à terme, on peut avoir des exigences de moindre consommation, mais drastiques. Je relève tous les jours ce qui tombe. Fin février 2020, on était à 920 mm tombés sur une année. 2021, 892, 2022, 890, et aujourd'hui, on est à 620. Les niveaux de captage fin décembre 2022 étaient à leur seuil le plus bas depuis 15 ans que je m'occupe du syndicat. Je pense que déjà on peut déjà le dire. On ne pourra plus considérer que l'eau, on en a plein à disposition, qu'on peut la consommer sans compter. Vous imaginez, chaque fois qu'on va aux toilettes, ça c'est du concret, on consomme de l'eau potable. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des solutions de manière à systématiquement récupérer l'eau de pluie pour que chaque habitation, que ce soit en ville ou bien à la campagne, on puisse utiliser une eau de moindre qualité? On ne se rend pas compte, en Europe, que dans d'autres pays,
Eh bien, l'eau, il y a des moments de la journée où il n'y a pas d'eau au robinet. Donc il faut absolument que le citoyen considère que l'eau est une ressource précieuse, qu'elle peut devenir rare et qu'il dépend de tout à chacun, particulier comme entreprise, agriculteurs, industriels, collectivités, de prendre vraiment en considération le caractère précieux, absolument indispensable de l'eau et donc de savoir l'utiliser avec sagesse. Concernant le niveau des nappes, je ne sais pas bien comment il faut faire. Si vous voulez, on ne peut pas descendre les pompes indéfiniment. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. À un moment ou à un autre, il faudra dire arrêtez de pomper dans les nappes. 97% de nos ressources en eau proviennent uniquement des eaux pluviales. Donc nous dépendons énormément de la pluviométrie. Mais il ne suffit pas qu'il pleuve, il faut aussi que l'eau puisse s'infiltrer. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait des surfaces perméables, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Donc le but, j'ai presque envie de dire mon cheval de bataille, il faut que l'eau s'infiltre. Pour que l'eau s'infiltre, il faut qu'il y ait des trous dans la terre. Pour qu'il y ait des trous dans la terre, il faut qu'on ait un sol vivant. Pour les cultures, la répartition de la pluie, de sa quantité, elle est absolument essentielle dans l'agriculture. C'est absolument capital. Une année comme l'an dernier, par exemple, où la pluie n'était pas bien répartie, j'ai produit la moitié de la production de l'année précédente, où la pluie annuelle était la même, mais répartie différemment. On a tendance à avoir des automnes, hivers relativement pluvieux, et puis après, plus rien. Printemps sec, les nappes ne se reconstituent pas alors qu'avant elles se reconstituaient. Et puis après avec des températures qui sont de plus en plus élevées, des périodes de vent de plus en plus soutenues, ça fait que les terrains se dessèchent rapidement. Et ça va provoquer des gros problèmes d'érosion. Ça va arriver tellement vite que l'eau ne va pas s'infiltrer, donc ça ne va pas être très utile pour les sols et pour les cultures, mais en revanche, ça va embarquer la terre si la terre n'est pas couverte par la végétation. L'érosion des sols, c'est le fait que la terre se mette à ruisseler sur le sol plutôt qu'à s'infiltrer. Et donc quand elle commence à ruisseler, elle va se charger d'éléments pondéraux qui sont des argiles, qui sont des limons, qui sont des sables. Et plus elle se charge de ces éléments, plus elle est destructrice. L'eau est plus lourde, a plus d'inertie et arrache de plus en plus d'éléments encore au sol. Ce qui fait qu'en bas de pente, on a des phénomènes de crevasses très importantes. Ça sort du champ, puis ça va sur les routes. Ici, on est dans une région où il y a beaucoup de routes encaissées et des villages en fond de vallée. Donc ça descend sur les routes et il y a des coulées de boue qui arrivent dans les villages, posant des gros problèmes aux riverains. Et donc ça crée un problème aussi d'acceptation de la fonction agricole en disant voilà, c'est à cause des agriculteurs que la boue arrive chez nous, c'est parce qu'ils ont arraché des haies, c'est parce que... voilà. Avec l'année qu'on a eue l'année dernière, où j'ai eu un rendement de pommes de terre qui était la moitié de ce qui devrait être, je commence à me poser la question. J'ai pas envie d'irriguer. J'ai pas envie d'irriguer parce que l'irrigation, pour moi, elle n'est pas bonne pour la vie de mes sols. Simplement, si je peux tout à fait accepter d'avoir une mauvaise année sur 5 années, je ne peux probablement pas me payer le luxe d'en avoir 2 et en tout cas pas 3. Donc je me dis, si jamais ça se répète, qu'est-ce que je fais ? Je vais parler tout de suite de la qualité de l'eau. Les taux de nitrate en 1995 étaient en moyenne à 35 mg par litre. Aujourd'hui, il y a une hausse constante. Ils s'approchent ou ils sont au-dessus de 50. Normalement, la limite, c'est 50 mg. Et tout doucement, inexorablement, ça monte. Les pesticides. Le chloridazone, c'est un désherbant betterave qui a été interdit il y a 2 ans.
On commence à avoir des remontées de chloridazone, on arrive dans les zones rouges. L'atrazine. L'atrazine, c'est un désherbant maïs qui a été interdit depuis 15-20 ans. Des remontées d'atrazine, j'en ai. C'est ce qu'on récolte aujourd'hui, c'est ce que nos parents ou nos grands-parents ont mis. Donc aujourd'hui, même si l'agriculture fait beaucoup d'efforts, on récolte ce qui a été fait il y a 30-40 ans. Moi, personnellement, je pense qu'on va devoir apprendre à vivre avec cette quantité de polluants présents dans les nappes. On ne peut pas dire qu'on a une diminution sensible, notable, qui peut nous rassurer et dire qu'ils vont disparaître. Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai la conviction qu'on a déjà arrêté de surcharger, on a arrêté d'en remettre. Nous, au niveau de la pisciculture, on est directement impacté par la pollution au niveau des routes, l'agriculture, ou après certains riverains qui peuvent aussi déposer malheureusement des matières dangereuses dans la rivière. Et à savoir que la scarpe traverse les bassins et on élève nos poissons sur la scarpe en oxygénant l'eau aussi. La truite, c'est la première gardienne d'une pisciculture parce que dès qu'il y a un problème de qualité d'eau, la truite le ressent tout de suite. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir est-ce qu'on peut traiter l'eau avec ces polluants. L'usager, lui, c'est la qualité qu'il recherche. Si l'eau est polluée, il y a des soucis sanitaires. Sans eau, je vois mal comment on peut vivre. Dans nos villages, hier, chaque maison avait l'eau pour une ou deux maisons avec un puits. La question qu'on peut se poser, que sont devenus ces puits? Il y a beaucoup de puits qui servent d'exutoire à l'assainissement. Concernant la qualité des eaux, vérifier les assainissements individuels, mais vérifier sérieusement. On dit les agriculteurs polluent, mais tout un chacun pollue. Si dans l'eau à la maison, je mets des produits qui ne sont pas forcément très bons, attention, ces produits-là ne sont pas forcément détruits, ils vont aller dans la nature, donc ils vont aller dans la nappe. Ils vont impacter la vie, et donc ça, c'est pas innocent. Et si l'eau de la scarpe, elle n'est pas en bon état, ça nous coûtera toujours plus cher pour justement avoir une eau qui soit de bonne qualité au robinet. Si ça continue, et là pour le coup, on est plutôt sur une tendance où ça continue, ça veut dire pour certaines collectivités, donc des communes, des communautés d'agglos, des traitements qui sont très coûteux. Et ces traitements très coûteux, à un moment ou à un autre, se retrouve sur la facture du consommateur. Le consommateur, c'est le citoyen. Est-ce que les gens seraient capables d'accepter que le prix de l'eau augmente pour pouvoir traiter cette eau et puis avoir la quantité qu'on a besoin? Les aménagements, déjà, il faut les prendre dans un angle historique. L'homme a toujours aménagé les cours d'eau pour ses usages, quels qu'ils soient. Ça a souvent été la clé d'entrée d'aménager les cours d'eau pour limiter les crues, les inondations. Donc on a une vision qui date des moines d'aménagement du cours d'eau, qui est une vision hydraulique de contrôler l'eau. On a corseté la plupart de nos cours d'eau avec des aménagements de berges, du béton en bord de cours d'eau. Maintenant, on fait des aménagements d'une autre nature. Ce sont des aménagements de restauration écologique. C'est-à-dire que là, on fait maintenant des travaux qui vont permettre, cette fois-ci, pas un usage uniquement pour une production liée aux activités de l'homme, mais pour restaurer des fonctionnalités écologiques. Et un cours d'eau restauré va offrir des services appelés des services écosystémiques, les services paysagers par exemple. Un cours d'eau qui est en bon état du point de vue de la qualité de ses berges et attractif pour les habitants. Les services liés par exemple à la pratique de sport, le canoë-kayak, etc. Si vous avez un cours d'eau qui est en bon état, les gens vont apprécier se rendre au bord de l'eau, pratiquer leurs loisirs. La pratique de la pêche aussi indirectement, c'est un service rendu. Je suis intéressée aussi, par exemple, par les zones humides. Je me demande pourquoi c'est important de préserver une zone humide, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Bon, je vois bien quand je vais m'y balader, c'est des lieux agréables où il y a des plantes particulières, où il y a une faune particulière. Mais je sais qu'on dit que c'est important de les préserver. Elles ont un rôle important pour tamponner, capter, stocker de l'eau
et puis la restituer petit à petit, donc faire un effet dit écrêteur de crue. C'est aussi l'effet épuratoire. Une zone humide, elle est capable de capter des eaux qui ont ruisselé, qui ont drainé des polluants de différentes natures, et puis de les traiter, de les filtrer, de les assimiler. Un écosystème tel qu'une zone humide en parfait état de fonctionnement est capable de faire ce travail épuratoire. Et donc de restituer petit à petit dans la nappe de surface ou dans le cours d'eau attenant une eau propre. Les Carpes dans la Scarpe, c'est un groupe de 6 étudiants et notre projet, ça va être de répondre à des problématiques de pollution du coup dans la Scarpe. Mais pour ça, en fait, nous on a pris le problème à sa racine. Donc en fait, on va surtout axer nos actions sur la sensibilisation pour limiter la pollution plastique dans la Scarpe. On agit donc sur la sensibilisation par exemple dans des écoles, primaires, lycées, collèges. Et ça passe aussi par des événements, du coup pour essayer de rassembler les citoyens. On a des interventions plus scientifiques, donc sur des prélèvements de microplastiques pour avoir des données, pour pouvoir communiquer justement et puis parler à la population un peu du niveau de pollution de la Scarpe. On a quand même des espèces à enjeu que l'on protège. On va penser tout de suite aux poissons, mais il n'y a pas que les poissons. On a aussi les amphibiens, c'est-à-dire les grenouilles, les tritons, et également les libellules qui viennent chasser, qui viennent se reproduire au niveau de ces zones humides. Toutes les espèces présentes dans la Scarpe, à un moment ou à un autre, vont forcément être impactées par cette pollution microplastique. Quand on a des gros plastiques qui vont se désagréger beaucoup dans l'eau, ce qui va faire plein de petites fibres qui peuvent gêner par exemple des habitats, qui peuvent venir se loger dans des habitats des poissons. Et également, c'est vrai qu'on a beaucoup d'oiseaux, de canards et tout ça dans la Scarpe. Pour protéger la biodiversité autour de la Scarpe, on a la mise en place de nombreuses opérations de gestion, comme de la fauche de rosolaire, du recépage, de la taille, du nettoyage de cours d'eau en enlevant les embâcles. Nous faisons également des analyses d'eau pour voir la qualité de l'eau, pour ajuster également nos actions de gestion en faveur de toutes les espèces fréquentant les zones humides. À quelqu'un qui voudrait agir pour la Scarpe, il y a plein d'événements qui sont organisés justement autour des pollutions plastiques. Donc, par exemple, nous on organise des événements participatifs ouverts à tout le monde, comme des clean walks. Du coup, on va longer le bord de la Scarpe qui est quand même très pollué et on va justement essayer de ramasser tous ces déchets dans un climat de bonne ambiance et également pour informer le plus possible les gens. Nous sommes partis d'un principe, quasiment d'une philosophie, qui est que l'eau, c'est l'affaire de tous. Nous avons souhaité mettre en place un panel citoyen, donc avec des gens qui ne représentaient que eux en tant qu'utilisateurs de l'eau sous différents aspects, pour donner leur avis sur l'écriture du document et pour ensuite faire éventuellement des propositions qui garantissent aussi une appropriation de la problématique de l'eau qui est très vaste. Moi, mon objectif quand je suis venue dans ce panel, c'était de répondre à un enjeu qui me semble éminemment démocratique parce que l'eau recouvre des enjeux qui sont éminemment démocratiques et quand on parle de démocratie, forcément, on parle des citoyens. Dans les autres sages, les citoyens sont représentés par les associations. Là, il y a eu une démarche innovante puisqu'on est allé chercher la parole citoyenne directement. Donc sur un sujet particulier, si on a envie de travailler, eh bien on dit à la commission locale de l'eau, ce sujet-là pour nous c'est important, donnez-nous le mandat de participation, de travailler sur ce sujet, de vous faire des propositions. Aujourd'hui le panel citoyen il est ouvert, la porte elle est grande ouverte, donc si vous avez envie de venir, ne vous dites pas c'est trop technique, trop expert pour moi. On est tous experts de ce qu'on vit avec l'eau, c'est pas très compliqué. Comme le disait Pierre Rabhi, finalement, tout le monde peut prendre sa part. Et donc la fameuse fable du colibri qui va chercher sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie.